Bonjour à tous. Hi everyone. Je m'appelle Charlene McCoy. Je suis la directrice générale de la Fondation pour le saumon atlantique pour la conservation. Je suis Charlene McCoy, la Executive Director of the Foundation for Conservation of Atlantic Salmon. Before we begin, avant qu'on commence, the presentation today is going to be in French, but we do have simultaneous translation available, so you can listen in both French or English. So if you go in your chat, the instructions are there to be able to have access to that. And if there's any questions along the way, just write it in the chat and I will assist you as the best that I can. And we're really happy to have that service and be able to provide that to all. So maintenant, on a quoi de nouveau avec nos webinaires? On a la traduction simultanée. Alors, si vous voulez savoir comment se connecter, vous allez dans le chat, les instructions sont disponibles. Puis vous avez juste à suivre les instructions. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de l'aide, juste laissez-moi savoir à travers du chat, puis je vais vous aider le mieux que je peux. Maintenant, on peut commencer. So, je vais parler en français. Now we're going to begin. So I'll be going to French. Please click on the translation link. So avant qu'on commence, premièrement, j'aimerais dire le bienvenue à Maxime Gérard et Myriam Bergeron, puis donner une petite introduction, une présentation pour les deux, pour vous dire un petit mot de ce que la présentation d'aujourd'hui va y être. Premièrement, Myriam Bergeron, qui est la directrice générale de la FQSA, est détentrice d'un baccalauréat en biologie ainsi que d'une maîtrise en océanographie, où elle s'intéresse aux impacts des changements climatiques dans l'Arctique canadien. Elle travaille à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique depuis 2015 et occupe maintenant les rôles et directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC en 2023. Mon époux, Maxime Gérard, qui est biologiste, gradué de l'Université de Sherbrooke au Québec. Il travaille au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs depuis 2012. Le nom a changé, j'ai été dit. Et au cours des 3 premières années, œuvré à l'administration des territoires fauniques structurés. Et depuis 2015, il travaille sur la gestion du saumon atlantique au sein de la direction de l'expertise sur la faune aquatique. On est vraiment content d'avoir Maxime et Myriam aujourd'hui pour le premier webinaire de la série de 2023 et 2024. Puis on va nous parler aujourd'hui de la FQSA puis la gestion au Québec. Et j'ai vraiment hâte d'attendre leur présentation. Alors, pour pas aller plus loin, on va passer la parole à Maxime, puis après ça va être Myriam. Pour les questions et les réponses, on va attendre à la fin de la session, où va allouer 10 à 15 minutes pour des questions et réponses, puis je vais vous donner des instructions quand ce temps-là arrive. Alors, Maxime, Myriam, je vous laisse ça à vous. So, bienvenue. Merci beaucoup, Charlene. Merci beaucoup tout le monde d'être présent ici cet après-midi. Je remercie la FCSA de nous offrir cette belle tribune là, pour présenter la gestion du saumon au Québec. Je remercie également Myriam de partager cette présentation avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pour débuter, une petite mise en contexte de la situation du saumon atlantique au Québec. Donc, on compte 114 rivières qui sont reconnues comme rivières à saumon, réparties dans 6 régions administratives, jusque dans le nord du Québec. Et la plupart des rivières du Québec sont constituées d'une forte proportion de grands saumons. L'encadrement des activités de pêche au Québec passe par un réseau établi de territoires fauniques structurés. Ces territoires-là sont un partenariat avec des organismes délégataires, donc ce sont des territoires qui sont établis par le ministère et à qui il confie la gestion finalement à des organisations. Dans ces territoires-là, ça nous permet de récolter des données d'exploitation, dont le nombre de poissons capturés, le nombre de jours pêche effectués. Et ces organisations-là contribuent également à la protection et à la gestion de la ressource, notamment en contrôlant l'accès aux rivières, en embauchant du personnel pour effectuer des activités de protection
Et dans certains cas, ils effectuent également le dénombrement des saumons. C'est une activité qui est financée par le ministère, mais ce réseau-là contribue grandement à dénombrer le saumon sur bon nombre de rivières de la province. C'est important de savoir que la grande majorité des jours de pêche sont effectués dans les territoires fauniques structurés que sont les EC, les réserves fauniques et les pourvoiries à droits exclusifs. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est les territoires fauniques structurés au Québec. Donc, comme je le disais, là, il y a les EC, les réserves phoniques et les pourvoiries avec ou sans droits exclusifs. Donc, on a deux types de pourvoiries au Québec. Et on a également deux rivières pour lesquelles l'offre de pêche passe exclusivement par l'accès à des propriétés privées, pour lesquelles les propriétaires consentent à donner accès aux pêcheurs. Et tout ça est encadré par des organismes à but non lucratif qui gèrent finalement l'accès à ces terrains privés-là pour les pêcheurs. Donc, un des types de territoires dont je vous ai parlé qu'on offre de la pêche au saumon au Québec, ce sont les zones d'exploitation contrôlée, qu'on appelle aussi des ZEC. Ce sont des territoires établis par le ministère à des fins d'aménagement, d'exploitation, de conservation de la faune ou d'une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d'activités récréatives. On a au Québec 21 ZEC de pêche au saumon en opération, qui sont répartis dans 4 régions administratives et qui comprennent 24 rivières à saumon. Donc, on peut comprendre ici que certaines ZEC qui comprennent plus d'une rivière. Ces ZEC-là qui sont établis par le ministère font l'objet d'une délégation de gestion à des organismes à but non lucratif qu'on appelle les organismes gestionnaires de ZEC qui vont encadrer les activités de pêche sur leur territoire. Il y a 4 principes derrière la fondation des ZEC qui sont, dans un premier temps, d'assurer l'accès équitable pour tous au territoire, qui sont d'assurer la participation des utilisateurs à la gestion de ces territoires-là, de favoriser la conservation de la faune et de son habitat, ainsi que l'autofinancement des opérations, qui est un principe, somme toute, très important. Par la suite, on a les réserves fauniques. Les réserves fauniques sont des territoires établis à des fins de conservation, de mise en valeur et d'utilisation de la faune, ainsi qu'accessoirement à la pratique d'activités récréatives. On compte 7 réserves fauniques au Québec qui offrent de la pêche au saumon, sont réparties dans 3 régions administratives et qui comprennent 11 rivières. Donc encore là, on a des réserves fauniques qui comprennent plus d'une rivière. Il y en a 4 d'entre elles qui font l'objet d'une délégation de gestion à un organisme à but non lucratif, un peu au même titre que les ZEC. Et on a 3 autres réserves qui sont administrées par la Société des établissements de plein air du Québec, mieux connue sous le nom de CEPAC, qui est une société d'État. Et finalement, les pourvoiries, comme je l'ai dit précédemment, on a au Québec des pourvoiries avec et sans droits exclusifs, qui sont des entreprises privées. Et sur l'île d'Anticosti, on a CEPAC qui offre également là, des activités de pêche en vertu d'un permis de pourvoirie. Donc, tout d'abord, les pourvoiries à droits exclusifs sont établies, elles aussi, sur les terres publiques, comme les ZEC et les réserves fauniques, et ont l'exclusivité de l'exploitation de la faune sur leur territoire. Donc, les pourvoyeurs à droits exclusifs ont un territoire d'exploitation dans lequel ils peuvent offrir des activités de pêche. Les pourvoiries sans droits exclusifs, quant à elles, n'ont pas de territoire exclusif d'exploitation, donc ils vont offrir de l'hébergement dans leurs installations et ils peuvent amener les pêcheurs, dans plusieurs cas, dans les ZEC et ou les réserves fauniques, conditionnellement à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministère. Il y a 19 pourvoiries à droits exclusifs au Québec et 28 pourvoiries sans droits exclusifs qui offrent de la pêche au saumon. Il faut savoir que ce nombre, surtout sur les pourvoiries sans droits exclusifs, est un nombre qui varie quand même dans le temps. Et vous pouvez voir à droite, en bas de votre écran, là, une représentation des différents pourvoyeurs là, établis sur le territoire du nord du Québec. Donc, c'est juste pour vous représenter un petit peu visuellement ces pourvoyeurs-là dans le nord du Québec. Maintenant, pour ce qui est de la gestion du saumon, elle repose là, au Québec sur quelques éléments fondamentaux. Un d'entre eux est le suivi des populations, est un élément indispensable pour la gestion au Québec. On dénombre les adultes sur près de 40 rivières, plus ou moins annuellement, sur un total des 114. Ce qui est important de savoir, c'est que ces 40 rivières dénombrées-là ont accueilli, dans le cas de 2022, 87% de l'effort de pêche. Donc, les dénombrements sont effectués en grande majorité par les organismes qui gèrent les activités de pêche au saumon, qui sont financés par le ministère pour le faire. Mais le fait que ce soit concentré sur justement les rivières offrant de la pêche nous permet d'avoir un très bon portrait
de l'abondance du saumon sur les rivières pour lesquelles il y a une exploitation par la pêche récréative. Et pour vous donner un exemple, en 2022, c'est près de 30 000 saumons là, qui ont été comptés sur 40 rivières. On effectue le dénombrement de plusieurs façons. Là. Pour les rivières de la Gaspésie, une partie du Bas-Saint-Laurent et de l'île d'Anticosti, on a la chance d'avoir des eaux très limpides qui permettent de faire des décomptes en apnée, donc d'avoir des plongeurs qui vont descendre la rivière et dénombrer chacun des saumons. On a également des dénombrements qui se font au niveau des passes migratoires établies sur les différentes rivières. Et dans certains cas, le ministère va installer des barrières de comptage ou même certains organismes vont s'en charger. Des barrières de comptage qui, sur des rivières où c'est pas possible de faire des décomptes en apnée ou des rivières où il n'y a pas de passe migratoire. Et ces barrières-là vont nous permettre de dénombrer les saumons en montaison. Un autre élément important dans la gestion du saumon au Québec, c'est le suivi de la pêche. Tout d'abord, on a là au Québec l'obligation d'enregistrer les captures dans un délai de 48 heures. Donc, le permis de pêche est assorti de 4 étiquettes qui nous permettent de conserver au maximum 4 saumons par année, dont au plus un grand. Et lorsqu'on prend et garde un saumon, on est en obligation, d'apposer l'étiquette sur le poisson, comme on peut le voir sur l'image de gauche, et on doit déclarer la capture sur la rivière là, où on l'a effectuée dans un délai de 48 heures, ce qui nous permet d'avoir pour chacune des rivières un portrait assez précis du nombre de poissons qui sont prélevés à la pêche sportive. Comme vous le savez aussi, la remise à l'eau est une pratique grandissante qui gagne en popularité, qui est de plus en plus pratiquée. Il n'y a pas d'obligation de déclarer les remises à l'eau au Québec. Par contre, on effectue avec la FQSA, avec les organismes délégataires, on effectue là, la sensibilisation pour la déclaration des remises à l'eau parce que c'est une donnée très utile dans la gestion de l'espèce au Québec. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'au Québec, on vend un permis là, qui oblige la remise à l'eau de tous les poissons capturés à la pêche. Donc, le pêcheur qui veut s'adonner à cette pratique-là de manière volontaire peut se procurer un permis au Québec qui va l'obliger à effectuer de la remise à l'eau. Donc, je voulais, avant d'entrer plus dans le détail de la gestion, je voulais vous montrer l'évolution des tendances de nos populations au Québec au fil du temps. Donc, on peut voir dans le graphique de gauche les données de montaison. Les points noirs sont l'abondance des grands saumons et les points en blanc des petits saumons. On peut voir comme partout dans l'ère de répartition mondiale du saumon que celui-ci a connu au Québec un déclin là, dans les années 90, un déclin qui est observé dans l'ère de répartition mondiale de l'espèce un peu partout. Et on considère au Québec, comme vous pouvez le voir, là, que la situation est plutôt stable depuis la fin des années 90, avec évidemment des fluctuations annuelles d'abondance. Dans le graphique de droite, on peut voir maintenant les reproducteurs. Donc, c'est le reproducteur, ce sont le nombre de saumons qui sont restés en rivière à la fin de la saison, suivant le prélèvement par la pêche. On peut voir là l'abondance qui fluctue au fil du temps et qui est somme toute plus stable que ce qu'on peut voir du côté des montaisons en raison des règles de pêche là, qui ont été établies pour limiter le prélèvement par la pêche des poissons. C'est dans ce contexte-là que s'inscrivait le plan de gestion du saumon atlantique qui a été mis en œuvre en 2016. Le plan de gestion, c'est un outil que le ministère utilise pour venir encadrer la gestion de différentes espèces. Donc, on le fait dans le cas du saumon atlantique, mais on le fait également là, pour d'autres espèces. C'est l'outil qu'utilise le ministère pour encadrer la gestion d'une espèce exploitée. Donc, dans le cas du saumon atlantique, le plan de gestion s'orientait autour de deux grands objectifs, soit de favoriser la conservation des populations et d'optimiser les retombées économiques durables de la pêche récréative. Pour ce faire, le ministère a utilisé une approche qu'on appelle de gestion rivière par rivière. Je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu plus dans le détail dans les diapositives qui suivent, mais essentiellement, ça repose là, sur le fait qu'on vient classer les rivières en 3 catégories selon leur niveau d'abondance. Et cette catégorisation-là est basée sur des points de référence biologiques, dans le cas qui nous concerne des seuils de conservation, et des cibles de gestion. Donc, on a 3 seuils de conservation, là, comme vous pouvez le voir dans le graphique. Le seuil de conservation génétique, qui est le niveau d'abondance qui permet de préserver 90% de la diversité génétique sur 100 ans, tel que recommandé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et dans le cas du saumon, c'est un seuil qui est établi à 200 individus. Donc, c'est un seuil qui est fixe d'une rivière à l'autre.
Dans le cas des seuils de conservation démographique et optimale, ce sont des seuils qui vont varier d'une rivière à l'autre parce qu'elles vont prendre en compte l'habitat disponible dans chacune des rivières. Le seuil de conservation démographique, c'est le niveau d'abondance qui permet de produire avec 75% de certitude un minimum de 50% du recrutement maximal. Donc, lorsqu'une rivière, en moyenne, au cours des 5 dernières années, n'a pas atteint son seuil de conservation génétique ni son seuil de conservation démographique, eh bien, elle va être classée dans la zone critique. Le seuil de conservation optimale, quant à lui, c'est le niveau d'abondance qui permet, avec 95% de certitude, de produire un rendement maximal durable. Les rivières qui, en moyenne, au cours des 5 dernières années, ont atteint ce seuil sont classées dans la zone saine. Et pour les rivières classées dans la zone saine, c'est là qu'on va, avec les organismes responsables des activités de pêche, établir une cible de gestion. Je vais revenir plus tard pour vous expliquer ce qu'est la cible de gestion, mais essentiellement, c'est la façon dont on vient classer nos rivières dans chacune des 3 catégories en fonction du niveau d'abondance de leur population. Et par la suite, eh bien, on va établir des modalités de pêche adaptées en fonction de l'abondance de chacune des populations. Maintenant, pour établir les seuils de conservation, eh bien, ça se fait là, ça se résume en 3 étapes essentiellement. Tout d'abord, la première étape, c'est de développer un modèle stock recru pour 12 rivières. 12 rivières pour lesquelles on avait une série temporelle disponible d'abondance de données biologiques à l'aide d'une approche bayésienne hiérarchique. La deuxième étape, c'est l'évaluation du potentiel de production de saumon en fonction des habitats disponibles pour chacun des segments de rivière. Donc, c'est là où on vient introduire le concept d'unité de production, c'est-à-dire qu'on vient déterminer le nombre d'unités de production de chacune des rivières en fonction d'un indice de qualité d'habitat de chacun des segments de rivière. Et par la suite, on va calculer des points de référence à la 3e étape à l'aide du modèle stock recrutement et des unités de production de l'habitat. Donc, en résumé, l'unité de production est la covariable qu'on utilise pour utiliser le modèle stock recrutement sur des rivières pour lesquelles on n'avait pas de données biologiques suffisantes. Tout ça nous permet d'avoir un seuil de conservation démographique et optimal pour chacune des rivières du Québec. C'est un seuil qu'on exprime en nombre d'œufs requis à la fin de la saison, finalement pour atteindre ou pas le seuil. Je ne vais pas passer dans le détail le schéma suivant, mais c'est là-dedans qu'est résumé comment maintenant s'établissent les modalités de pêche. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que les modalités de pêche sont basées sur le prélèvement des petits saumons en premier lieu. Les petits saumons sont les individus là, qui mesurent moins de 63 cm à la fourche, qui ont de manière générale passé un seul hiver en mer et qui, au Québec, sont constitués en quasi-totalité de mâles, aussi de manière générale. Donc, on va orienter dans un premier temps le prélèvement vers ce segment de population. On a certaines rivières pour lesquelles la remise à l'eau est obligatoire, généralement des rivières qui sont dans la zone critique, lorsqu'elles ne sont pas déjà fermées à la pêche, peuvent avoir une activité de pêche, mais avec remise à l'eau obligatoire. Et pour ce qui est là, du prélèvement des petits saumons, ce sera généralement sur les rivières, pardon, qu'on appelle en zone de prudence, pour lesquelles le contingent quotidien, donc, qui va permettre soit de garder 2 saumons par jour par pêcheur ou un saumon, un petit saumon, selon le niveau d'abondance. Et on a par la suite les rivières en zone saine, pour lesquelles il y a une possibilité de conserver un grand saumon par pêcheur sous certaines conditions lorsque l'abondance de la ressource le permet. Ici, là, c'est la colonne de gauche du schéma. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en début de saison, ces rivières-là vont permettre uniquement la rétention des petits saumons. Et il va y avoir une évaluation de fait en mi-saison pour voir le niveau d'abondance de la ressource. Si le niveau d'abondance de la ressource est suffisant pour que la cible de gestion qui a été établie avec l'organisme soit atteinte en fin de saison et qu'on peut permettre une certaine rétention de grands saumons, eh bien là, on va le faire. Donc, on peut permettre à partir du 1er août de chaque année la rétention d'un nombre limité de grands saumons sur les rivières pour lesquelles le niveau d'abondance le permet, évidemment sans compromettre l'atteinte de la cible de gestion en fin de saison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du plan de gestion, on a également modifié
le permis de pêche pour permettre le prélèvement d'au plus un grand saumon par pêcheur par saison. Donc, c'est un prélèvement qui est limité à la fois avec un nombre maximal de saumons qui peuvent être prélevés sur une rivière donnée, mais en plus de ça, un pêcheur n'a pas le droit de prélever plus d'un grand saumon par année, sauf exception dans le nord du Québec. Lors de la mise en œuvre du plan de gestion, toutes ces mesures-là ont impliqué de nombreux changements aux modalités de pêche. Donc, ici, là, on voit la comparaison des modalités de pêche en 2015, donc avant la mise en œuvre du plan de gestion, avec les modalités de pêche de 2016, donc qui ont suivi la mise en œuvre du plan de gestion. On voit une réduction importante du nombre de rivières où la pêche au grand saumon était autorisée toute la saison, qui est passée de 32 à 8. Et une instauration de modalités de pêche obligeant la remise à l'eau de tous les saumons pêchés, comme on peut le voir plus vers la droite, où on est passé d'aucune rivière, là, où il y avait de la remise à l'eau obligatoire, à 7. Ce nombre continue d'augmenter depuis 2016, mais ça, c'était le portrait lors de la mise en œuvre du plan de gestion et des changements réglementaires que le plan de gestion a impliqués pour les rivières du Québec. Les dénombrements, comme je vous le disais précédemment, les dénombrements nous permettent d'avoir un niveau d'abondance du saumon dans chacune des rivières et nous permettent de déterminer si nos seuils de conservation sont atteints ou pas. Alors, comme on peut le voir ici, ça nous permet de dresser un portrait là, sur plusieurs rivières de la province, des rivières qui ont un dénombrement, qui nous permet, entre autres, de dire, comme par exemple en 2022, que 88% des rivières ont atteint le seuil de conservation démographique, donc le seuil inférieur que je vous ai présenté plus tôt, et 45% ont atteint le seuil de conservation optimale, qui est notre seuil là, supérieur. Un autre élément dans la gestion du saumon au Québec, et comme vous n'êtes pas sans le savoir, les changements climatiques constituent une menace là, pour nos populations de saumon, que ce soit par le réchauffement de nos eaux, par les étiages de plus en plus sévères. Le ministère a mis en place en 2018 un projet de gestion de la pêche en période de température d'eau critique, pour lesquels il y a 2 rivières d'impliquées. Une rivière où on teste le protocole sur toute la ZEC et une autre où on se concentre uniquement sur un secteur de la rivière, là où on trouve un important refuge thermique. Avec ce projet-là, on vient fermer la pêche lorsque la température de l'eau est supérieure à 22 degrés le matin et que les prévisions météorologiques suggèrent que la situation perdurera pour au moins 72 heures. Lorsqu'il y a décision de fermer les activités de pêche, celle-ci est fermée pour un minimum de 72 heures pour éviter des situations d'ouverture-fermeture de la pêche. Donc, lorsque la décision est prise de fermer, c'est lorsque elle est fermée pour un minimum de 72 heures. Même chose lorsqu'on envisage la réouverture. La réouverture est possible lorsque la température de l'eau redescend sous 22 degrés, que les prévisions prévoient que la situation perdurera pour au moins 72 heures. Et lorsque la pêche est ouverte, elle devra l'être pour un minimum de 72 heures, encore là pour éviter des alternances de fermeture-ouverture des activités de pêche qui viendraient complexifier la réglementation. En 2021, on a procédé à un bilan 5 ans suivant la mise en œuvre du plan de gestion, qui était un engagement prévu au plan de gestion. Ce bilan-là avait comme objectif d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place, de connaître le niveau de satisfaction des organismes délégataires des activités de pêche au saumon et de poursuivre le raffinement du plan de gestion. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de ce bilan. Tout d'abord, au niveau de l'impact sur la pêche, le plan de gestion dans la période 2016-2020, lorsqu'on la compare avec la période qui avait précédé sa mise en œuvre, donc la période 2011-2015, a permis une diminution de la récolte des grands saumons de 52 ceci aussi couplé avec une diminution de la récolte des petits saumons de 23 On peut voir un petit peu plus visuellement ce que ça représente sur le graphique à la droite de votre écran. Au niveau de la fréquentation par la pêche, ça a été couplé encore au cours de la même période. Ça a été couplé avec une augmentation de 3 dans la vente de permis de pêche et une augmentation de 5 de la fréquentation des pêcheurs en termes de jours de pratique de la pêche. On a procédé également à un sondage de satisfaction au niveau des organismes qui gèrent les activités de pêche sur les différentes rivières. On était très heureux de voir là, le niveau de satisfaction qui était assez élevé. La mesure là, qui a été identifiée comme étant la plus appréciée, c'était la réduction du contingent annuel.
En 2016, lors de la mise en œuvre du plan de gestion, il a été annoncé que le nombre de saumons qu'il serait permis de prélever avec le permis de pêche passerait de 7 à 4. C'est une mesure qui a été mise en œuvre en 2018, où on est passé de 7 saumons que le pêcheur pouvait prélever annuellement, de n'importe quelle taille, à 4 saumons, dont au plus un grand saumon sur les rivières qui le permettent. Donc, c'est la mesure qui a été identifiée comme étant la plus appréciée. La mesure la moins appréciée que les gestionnaires de rivières nous ont souligné est le contingent quotidien de remise à l'eau. Le contingent quotidien de remise à l'eau est fixé à 3 poissons par jour. Donc, un pêcheur doit cesser de pêcher lorsqu'il prend et remet à l'eau 3 poissons au cours d'une journée. Et les partenaires nous ont identifié cette mesure-là comme étant la moins appréciée, non pas sur le principe d'avoir un contingent quotidien, mais il a été identifié que le nombre de 3 était un petit peu trop élevé. Donc, il nous a été proposé plutôt d'aller vers 2 remises à l'eau. Et c'est évidemment ce genre de commentaire là, qui nous permet d'ajouter des éléments à la réflexion sur la gestion du saumon au Québec. Donc, en résumé, la gestion repose sur 3 éléments fondamentaux, des suivis nombreux et récurrents des montaisons pour avoir le portrait le plus fidèle possible de l'abondance du saumon dans chacune des rivières et comme on l'a vu encore plus sur les rivières où il y a une exploitation par la pêche récréative. Le deuxième élément essentiel à la gestion au Québec, c'est la déclaration obligatoire des captures et finalement l'existence d'un réseau d'organismes délégataires et de partenaires comme la FQSA, la Fédération des pourvoiries et la CEPAC, avec qui l'on collabore étroitement. Selon le bilan qu'on a dressé des 5 premières années, ça démontre qu'il est possible de concilier la conservation avec la mise en valeur durable de l'espèce. Et je voulais vous joindre quelques liens ici dans la présentation qui seront accessibles là, par la suite pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Tout d'abord, le plan de gestion du saumon 2016, qui est également accessible en anglais. Le lien ici vous amène vers la version française, mais via le site web du ministère, il est possible d'avoir accès à ce document-là en anglais. Le bilan 5 ans suivant la mise en œuvre du plan de gestion, dont je vous ai parlé précédemment, si vous voulez consulter l'entièreté du document. Et un autre document qui gagne à être connu, c'est le bilan de l'exploitation du saumon que nous produisons, que le ministère produit annuellement. Dans ce cas-ci, la version 2022. C'est un document qui regroupe là, toutes les données de montaison, de fréquentation, d'exploitation par la pêche, donc pour chacune des rivières du Québec. Donc, c'est un document de plus de 200 pages là, qui contient une foule d'informations que je vous invite à consulter et qui est produit à chaque année, suivant la saison de pêche. Et finalement, sur notre page web, vous trouverez également plus de détails là, sur le projet de gestion de la pêche en période de température d'eau critique. Donc, je ne saurais vous laisser sans remercier là, mes précieux collègues du ministère avec qui sont impliqués dans la gestion du saumon au Québec, ainsi que tous les collègues là, directement ou indirectement impliqués dans la gestion du saumon et les différents partenaires du MELCCFP, dont la FQSA, à qui je vais laisser la parole là, pour la suite de la présentation. Donc, à toi, Myriam. Super, merci. J'imagine que... Ah, montrer mon écran. Est-ce qu'on va... On ne voit pas la présentation tout de suite. On ne voit pas la présentation, hein? Mettons que... Attends un peu. C'est toujours ça, hein? 2 présentateurs, on complexifie ça. Afficher, écran. Genre. Voici, c'est beau. Est-ce Oui, qu'on voit mon PowerPoint, on voit bien? OK. Super. Ben, merci, Maxime. Bonjour tout le monde. Oui, je suis bien contente qu'on puisse... ça marche toujours? Oui, c'est correct. OK, c'est bon, excusez.
Mais ouais, je suis bien contente en fait qu'on puisse faire cette présentation-là ensemble, là, Maxime et moi, effectivement. Comme Maxime l'a mentionné, c'est une des clés de la réussite de la mise en œuvre du plan de gestion du saumon atlantique, c'est justement cette collaboration étroite-là entre le milieu communautaire, les délégataires de gestion, la FQSA, puis le gouvernement. Donc, c'est tout un écosystème qui font en sorte qu'on est capable de le déployer de façon efficace. Là, OK. Je voulais en profiter aussi pour glisser un mot sur la gestion faunique. Il faut savoir que la gestion du saumon atlantique au Québec est une belle réussite, mais ce n'est pas le seul secteur, en fait, qui est concerné. Puis c'est tout un écosystème aussi en soi. Donc, avec le gouvernement du Québec et les différents partenaires fauniques, il y a ce qu'on appelle la table nationale faune qui est reconnue justement par le gouvernement provincial. Puis ça, c'est vraiment un élément justement qui permet de reconnaître le milieu faunique comme étant un milieu privilégié, puis un lieu d'échange entre le milieu des fédérations et le gouvernement provincial pour pouvoir discuter autant des enjeux de conservation, de mise en valeur de la faune, dont le saumon, puis aussi de tous les sujets reliés au développement, la promotion, la relève pour ce qui est des activités de chasse, de pêche et de piégeage. Donc, la FQSA, bien évidemment, fait partie de ses partenaires de premier plan, mais il y a également d'autres organisations avec qui on collabore étroitement. Donc, Calanre illimité, la Fédération des pourvoiries, la Fédération des trappeurs, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, la Fondation de la faune du Québec, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, la CEPAC et Réseau ZEC, donc qui sont tous des membres avec qui on discute, on échange sur tous ces enjeux fauniques-là. Et la FQSA est donc le porte-parole, le porteur de ballon pour tous les dossiers relatifs au saumon atlantique. Un fait intéressant, c'est que tous ces intervenants-là dont nous faisons partie, on est de plus en plus appelés à collaborer aussi avec d'autres intervenants, que ce soit sur des questions plus sur la protection de la biodiversité, la création d'aires protégées, encore le développement économique régional. Donc, on est un secteur en soi où on a des lieux d'échange qui sont privilégiés, mais on est aussi ouvert et collaborateur avec d'autres secteurs puis d'autres ministères pour justement mettre en œuvre des solutions durables pour la faune, dont le saumon atlantique. La FQSA, la mission de la FQSA est d'unir et de représenter les intérêts de l'ensemble des intervenants relatifs au saumon atlantique. Un élément intéressant, c'est dans les dernières années, on a beaucoup travaillé justement dans le développement de l'organisation, on a multiplié les projets, développé nos canaux de communication avec une foule d'intervenants. Ce qui fait que ça nous a amené l'an dernier à réviser le libellé de notre mission, parce qu'avant, c'était unir et représenter les intérêts de l'ensemble des intervenants relatifs à la pêche sportive au saumon atlantique. En relibellant l'an dernier cette mission-là autour du saumon atlantique en soi, ça a été vraiment le désir de mettre, oui, conserver la place de la pêche, tout comme de l'ensemble des gens qu'on représente, mais aussi de mettre une place prépondérante à celui qui n'a pas souvent pas son voix lors des discussions, c'est-à-dire le saumon atlantique en lui-même, de qui finalement tout le secteur dépend, mais qui a également une valeur intrinsèque de par son existence et son statut de vivant. Donc, cette mission-là de la FQSA s'articule autour de 3 grands axes desquels je vais pouvoir vous discuter un peu plus en détail dans la présentation. Donc, on a vraiment tout un aspect autour de la mobilisation. La mobilisation, c'est, oui, ça passe par le développement de la pêche sportive, ça passe par notre vocation de sensibilisation, d'éducation, d'information, que ce soit des pêcheurs aux citoyens jusqu'au grand public. On est là pour être un porte-voix et un diffuseur d'informations.
qui visent toutes sortes de clientèles différentes. On est aussi étroitement impliqué dans la saine gestion des rivières à saumon, donc non seulement en ce qui concerne le plan de gestion, par exemple, mais aussi plus largement sur la gestion intégrée des bassins versants. On travaille avec l'ensemble des organismes délégataires de gestion de la pêche au saumon pour les accompagner dans toutes les facettes de leurs organisations. Et le troisième axe qui est tout aussi important, qui est la conservation et la restauration des populations de saumon. Donc, on est chanceux au Québec. Il y a de nombreuses rivières qui ont des populations de saumon qui sont en santé. Il y a aussi des rivières qui vivent davantage d'enjeux pour lesquels il faut travailler collectivement à mettre en place des solutions. Donc, tout cet aspect-là davantage axé sur le développement d'expertise scientifique, de prioriser des enjeux, de développer des pistes d'action est extrêmement important. Puis, le rôle de la fédération aussi là-dedans, c'est d'être un liant, comme on dit, unir et représenter, c'est aussi servir de transmetteurs d'informations, de liants entre tous ces types de personnes-là autour de des enjeux du saumon atlantique. Puis, la mise en œuvre de n'importe quelle solution passe par les partenariats, par l'union des forces, puis la synergie qu'on peut en développer. Donc, on voit, évidemment, on est un organisme sans but lucratif. On compte parmi nos membres majoritairement des pêcheurs, les gestionnaires de rivières à saumon, la grande majorité des pourvoiries aussi qui offrent les activités de pêche au saumon. Mais on compte aussi parmi nos membres des centres de recherche, des camps privés, des groupes de pêcheurs à la mouche, des groupes de montage de mouches, des municipalités, des organismes issus des Premières Nations, des organismes de conservation. Donc, ça nous permet justement de diffuser efficacement de l'information d'un axe à l'autre pour pouvoir mobiliser les gens autour de solutions pérennes. Donc, la gouvernance, le financement, la planification stratégique, comme dans n'importe quelle organisation, c'est un processus dynamique qui se fait en continu où on va gérer des programmes, réaliser des projets de toutes sortes. Avoir une foule d'activités de communication, des événements, de la représentation non seulement gouvernementale, mais aussi de la représentation auprès d'une foule d'intervenants, puis de la présence auprès de nos membres un peu partout en région et ailleurs pour être au courant de ce qui se passe et développer une communauté des meilleures pratiques. Le développement de la pêche sportive, des fois, ça peut paraître un peu paradoxal de dire que les pêcheurs, en fait, que le développement de la pêche sportive puisse être facilement conciliable avec les activités de conservation. Mais en fait, les pêcheurs sont les premiers dans la ligne aussi à être sensibilisés, informés, à avoir un désir pour la pérennité des populations de saumon. Ce sont des yeux, des oreilles aux abords des rivières, souvent en régions éloignées, qui vont nous aider puis qui vont aider les gestionnaires de rivières à saumon dans la réalisation finalement de la meilleure gestion possible. Faut savoir aussi que tout le secteur de la pêche sportive, ultimement, est comme un grand réseau d'économie sociale qui permet de réinvestir les recettes engendrées par les activités de pêche sportive dans des activités de conservation et de mise en valeur des rivières à saumon. C'est quand même plus de 60 millions de dollars en retombées économiques annuelles. Et des centaines d'emplois qui sont reliés à ça. Donc, non seulement c'est un moteur de développement économique régional qui est important, mais ça permet réellement d'avoir une contribution notable en termes financiers pour la réalisation d'actions, comme Maxime l'a mentionné tantôt, tant au niveau des comptes de saumon, des suivis des enjeux, de mise en place de différents projets d'aménagement ou autres. D'ailleurs, depuis 2017, c'est plus de 14 millions de dollars qui ont été investis par le MELCCFP, je ne le dirai pas tout au complet, dans un plan de développement de la pêche au saumon
pour lequel la FQSA a été mandatée pour en être le gestionnaire. Puis on a vraiment vu justement comme les résultats du bilan du plan de gestion le montrer, ben, le développement de la pêche sportive se concilie au Québec de belle façon avec le développement de la pêche sportive et la conservation. Oups, je voulais juste... En fait, il faut savoir aussi que la FQSA représente les pêcheurs, donc on a une grande communauté où on rejoint non seulement probablement les 15 000 pêcheurs québécois, mais aussi des dizaines de milliers de plus. On a une infolette, un site web d'ailleurs qui est bilingue, une chaîne YouTube. Il y a du contenu en termes de développement de la pêche, d'initiation à la pêche. On fait des mentorats. On a un festival de films de pêche à la mouche. D'ailleurs, s'il y a des amis des maritimes qui nous écoutent, on est tout à fait intéressés à avoir des partenariats pour continuer le développement de ce beau festival. Des concours de montage de mouches. On a fait également un podcast, Saumon Québec, avec une signature graphique aussi, qui est notre marque de commerce, Saumon Québec, qui permet justement d'atteindre la communauté, les gens, les citoyens, puis qui nous offre aussi autant une belle vitrine au niveau de la promotion de la pêche que dans nos activités justement plus orientées sur la sensibilisation et l'éducation, parce que ça fait aussi partie de notre signature, c'est de garder le plaisir autour de nos communications pour être plus efficace quand on fait de la sensibilisation et de l'éducation, notamment autour de l'éthique, aux abords des rivières à saumon, les meilleures pratiques de remise à l'eau, de la vulgarisation sur la gestion des rivières à saumon, mais aussi sur les enjeux biologiques. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter l'ensemble de nos ressources là, sur le web pour pouvoir découvrir l'étendue de nos activités. Comme je l'ai dit, c'est bilingue, puis très intéressant. On a également un programme éducatif destiné aux élèves du primaire, Histoire de saumon, qui a également un site web en anglais qui a été mis à jour là, dernièrement, où il y a une foule d'activités, des jeux en ligne, du matériel didactique qui est disponible gratuitement. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, on est toujours disponible pour le partager. Un autre événement fort qui est organisé par la FQSA, c'est le Forum des savoirs sur le saumon atlantique, qui d'ailleurs, la FCSA, la Fondation pour la conservation du saumon atlantique, est un contributeur là, depuis le début, il y a maintenant 2 ans. Donc, en 2024, c'est une date peut-être à mettre à votre agenda, 9 et 10 mai 2024, on tiendra la troisième édition du Forum des savoirs sur le saumon atlantique, qui sera sous le thème de connectivité et résilience des habitats. Dans le fond, cet événement-là a été créé là, suite à une alliance entre la FQSA et le Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique, où on a en quelque sorte fusionné nos colloques annuels pour en faire un événement plus ouvert, plus inclusif, puis qui représentait mieux finalement l'avenir pour le saumon atlantique. Donc, on l'a appelé Forum des savoirs sur le saumon atlantique et avec un logo aussi qui nous représente bien, où on a voulu signifier d'emblée que le savoir académique, le savoir scientifique n'est pas la seule source de savoir sur lequel il est important de se baser pour faire évoluer les connaissances puis prendre des décisions. En fait, on a voulu mettre de l'avant justement le savoir traditionnel autochtone, le savoir pratique qui est issu des gestionnaires de rivières, qui est issu des pêcheurs, qui est issu des citoyens, d'autres organismes locaux ou d'autres parties prenantes locales qui ont une connaissance terrain qui est intéressante, les firmes de consultants qui, eux aussi, participent au développement du savoir et qu'on peut mettre en valeur ce savoir-là, cette connaissance-là à travers des questions scientifiques. On voulait aussi mettre de l'avant le savoir des étudiants, qui est l'avenir du saumon, l'avenir de nos écosystèmes, et puis finalement se donner un lieu
d'échange où des représentants, des participants issus de tous ces savoirs-là pouvaient partager autour des sujets, puis développer de la synergie qui est nécessaire pour atteindre un objectif ambitieux de restaurer les populations de saumon. Donc, c'est certain, encore une fois, si vous voulez rester informé de nos différentes actions, ben, les appels pour les présentations seront lancés sous peu. Puis, les gens sont bien évidemment invités à participer. Le plan de saine gestion des rivières à saumon, ben, c'est certain que comme on représente l'ensemble des gestionnaires de rivières à saumon, ça fait qu'on est impliqué étroitement avec le gouvernement du Québec, notamment sur l'évolution en continu du plan de gestion, l'évolution des règlements lorsqu'il y a besoin de modifications réglementaires ou lorsqu'il y a des consultations associées avec des éléments de modification de la loi. On est impliqué plus largement aussi sur des aspects qui touchent davantage la gestion intégrée par bassin versant. On est conscient que l'utilisation du territoire sur les bassins versants des rivières à saumon peuvent impacter le saumon atlantique et ses habitats. Donc, par une foule de projets, par une foule d'autres actions, on est impliqué à ce niveau-là également. Par exemple, en ce qui a trait avec les tables de concertation ou d'harmonisation en lien avec l'aménagement forestier. Comme on le sait, il y a environ 80% de la longueur des rivières qui coulent en milieu forestier public. Donc, c'est un aspect qui est super important où on accompagne les gestionnaires pour mettre en place certaines mesures locales afin de mieux protéger des habitats du saumon atlantique. On est également impliqué dans d'autres facettes, là, notamment le développement des activités récréatives sur les rivières à saumon, ainsi que des réflexions autour de la capacité de support des milieux. Il faut savoir que c'est un gros élément de réflexion dans le secteur, compte tenu de l'augmentation de l'intérêt des gens pour les activités sur les rivières à saumon, puis les activités nature en général. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour concilier, encore une fois, la conservation avec le développement des diverses activités sur et autour des rivières à saumon? Ça fait partie de grandes réflexions que nous avons. Encore une fois, sur notre site web, vous allez pouvoir voir une foule d'exemples de projets, mais ici, je voulais vous en mentionner quelques-uns. Donc, comme on a parlé tantôt du plan de développement de la pêche sportive, qui est un programme dont la gestion a été déléguée à la FQSA. Donc, maintenant, le programme se nomme le Programme de développement de conservation et de protection du saumon atlantique, qui comporte là, notamment des volets pour l'octroi d'aides financières pour les décomptes de saumon, le transport, ainsi que la protection. Donc, ça, c'est les octrois de ces aides financières-là sont faits là, de concert entre la FQSA et l'équipe de Maxime. On fait également différents projets davantage orientés sur le développement d'outils d'aide à la décision et de planification des activités sur leur territoire, entre autres avec des plans de conservation et de développement de la pêche sportive. C'est des documents qui sont disponibles sur notre site web, là, puis des projets qui sont largement financés d'ailleurs par la Fondation pour la conservation du saumon atlantique. Depuis 2017, on a réalisé 16 plans à l'échelle de bassin versant. Donc, l'idée autour de ces projets-là, c'est vraiment d'intégrer les enjeux à l'échelle locale avec une vision bassin versant, de brosser un portrait des connaissances, de brosser un portrait des priorités, des différentes pressions qui peuvent être faites sur les habitats sensibles du saumon atlantique, puis de faire des recommandations aux gestionnaires. Ces projets-là se font toujours en collaboration avec d'autres organismes du milieu, que ce soit des organismes de bassin versant, que ce soit également des parties prenantes là, du ministère de l'Environnement
et du secteur faunique qui nous permettent justement de développer de l'expertise puis de pouvoir reproduire certains modèles ou certaines réflexions d'une rivière à l'autre pour poursuivre ce désir-là d'une communauté des meilleures pratiques dans le monde du saumon atlantique. Donc, ça devient en quelque sorte une feuille de route pour les gestionnaires. Puis, c'est tout à fait dans notre désir de poursuivre ces éléments-là. Le troisième pan, la conservation et la restauration des populations de saumon. Bien évidemment, là, on parle davantage de la science, du développement des expertises. C'est parfois difficile pour d'assurer un lien entre le milieu académique, le milieu gouvernemental, le milieu communautaire, les utilisateurs des rivières. Donc, nous, avec les travaux de la Fédération, ça permet, entre autres, de créer des vases communicants entre ces différents acteurs-là pour justement développer de l'expertise, mieux informer les gens, prioriser les enjeux, prioriser des actions avec l'ensemble de la communauté, puis d'assurer une bonne compréhension puis une bonne utilisation de connaissances scientifiques pour une meilleure gestion, mais aussi pour une meilleure mobilisation de la communauté de saumon au Québec. D'ailleurs, le Forum des savoirs sur le saumon atlantique 2023 se tenait sur la thématique Quel avenir pour le saumon, où on a tenu là, des ateliers dirigés avec l'ensemble des participants pour pouvoir identifier justement quels étaient les enjeux prioritaires, les pistes d'action pour les différents types d'intervenants, donc les différents types de savoirs, mais aussi à différentes échelles. Donc, qu'est-ce qui est important à l'échelle locale, régionale, provinciale? Puis ça nous amène aussi à discuter de tous ces éléments-là avec les partenaires des autres provinces, les partenaires pan-canadiens, disons, également comme la FCSA, mais comme d'autres également, et d'autres partenaires davantage à l'international où on échange finalement sur comment est-ce qu'on peut mener des meilleures actions puis être le plus percutant pour la restauration et la conservation des populations de saumon. Comme plusieurs sont peut-être au courant, il y a le gouvernement canadien qui est en train d'élaborer une stratégie pour la conservation du saumon atlantique au niveau canadien. Donc, évidemment, la FQSA est partie prenante là, des réflexions, puis non seulement pour ce qui se passe au Québec, mais aussi pour échanger avec les autres intervenants et étayer l'ensemble des réflexions. Sur le terrain, j'ai aussi une partie de mon équipe qui est destinée à des projets scientifiques. Comme nous sommes une fédération et non une université, la plupart de nos projets sont orientés vers davantage de la science appliquée, du développement d'outils d'analyse pour justement avoir une vision pratique plus orientée sur les besoins des gestionnaires de rivières, puis qui s'orchestre majoritairement dans deux grands sujets. Je dirais les deux thématiques sont au niveau de l'adaptation au changement climatique, alors l'amélioration de la connaissance au niveau de la dynamique et du suivi de la température des rivières à saumon, la protection des refuges thermiques en sont d'autres bons exemples, et également des projets là, orientés sur l'utilisation du territoire, dont majoritairement la foresterie, notamment sur des projets qui traitent de l'impact des ponceaux pour le saumon atlantique. Il y a deux projets aussi, là, je ne parlerai pas en long, en large et en travers, assurément pas, mais je vous invite à aller visiter nos sites web. On a un beau projet de restauration sur la rivière Saint-Jean-Saguenay, qui est un projet majeur qui est réalisé depuis un peu plus d'un an, là, qui vise notamment à restaurer des bandes riveraines fortement enrochées, puis de restaurer la connectivité hydrosédimentaire de la rivière associée avec des problématiques des habitats du saumon atlantique, pour lequel il y a une page web. Puis également, on a une partie là, de notre équipe qui est destinée au projet de la Société saumon de la rivière romaine. Le projet
de restauration de la population de la rivière de saumon, de la rivière Romaine et de la rivière Pujalon. C'est assurément un des plus gros projets de restauration au Québec. Donc, c'est un projet qui est très, très intéressant, puis qui a commencé sa mise en œuvre en 2011 suite aux ententes de construction pour les barrages hydroélectriques de la rivière Romaine. Il y a énormément de sciences et énormément d'informations qui ressortent de ça, puis qui nous permet aussi de continuer à réfléchir à la mise en œuvre de d'autres types de projets d'envergure pour restaurer des populations de saumon au Québec. Donc, je pense que c'est pas si mal. je vous ai mis ici, ben, assurément que les présentations vont être disponibles. Je réitère les coordonnées de la FQSA. On est toujours bien content de collaborer. Je vous invite à visiter notre site web saumonquebec.com. Puis aussi, le nouveau site web qui est de la Fondation Saumon qui va être disponible sous peu. Il faut savoir que la Fondation Saumon est la fondation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, donc notre bras philanthropique avec lequel on fait des activités de levée de fonds pour financer des projets exclusivement orientés sur la conservation, sur la vulgarisation scientifique et les projets de sensibilisation. Voilà. Merci. Merci Myriam, aussi merci Maxime. Excellente présentation. Je trouve que c'est excellent d'attendre, de voir ce que la FQSA fait comme activité sur le terrain, puis aussi scientifique, puis ainsi de suite. Votre rôle de responsabilité est bien grand au Québec. C'était très intéressant. Puis aussi à Maxime qui a parlé de la gestion au Québec aussi. Merci. On va aller aux questions et réponses. Puis je vois, il y a déjà une couple de questions qui a été écrites. Alors, je vais le dire à haute voix, ce que Myriam ou Maxime peut les répondre. Mais si vous voulez demander votre propre question, je peux vous donner la parole, puis vous pouvez le poser vous-même. Un ou l'autre, ça ne fait pas de différence. So, on va aller à la première question. Pourquoi pensez-vous que la remise à l'eau commence à prendre racine maintenant? La FSA a commencé de promouvoir la technique il y a 40 ans avec la participation de la FQSA d'ailleurs. C'est ça la première question. Je présume peut-être que ça m'était plus destiné, étant donné que j'ai dit que c'est une pratique qui gagnait en popularité. Ce que je n'ai pas voulu laisser entendre que c'est le ministère qui a mis ça en place, bien au contraire, c'est que je suis conscient que ça existe depuis bon nombre d'années. Je pense que ce que j'essayais de dire, là, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de pêcheurs qui le font de manière volontaire, mais il y a aussi toutes les obligations réglementaires maintenant, là, la réglementation qui oblige la remise à l'eau des poissons, ce qui, à ma connaissance, n'était pas le cas il y a 40 ans. Donc, il y a quarantaine d'années, on parlait probablement plus de volonté des pêcheurs de le remettre à l'eau des poissons, mais la réglementation, elle, permettait de conserver les poissons. Donc, je pense que c'est un mélange entre plus grande volonté des pêcheurs et une réglementation qui l'oblige aussi. C'est pour ça que le portrait est que le nombre de remises à l'eau va en grandissant depuis. Je peux peut-être y aller en complément avec ça. On l'a vu aussi beaucoup au Québec. Ça a été non seulement un effort de sensibilisation de l'ASF, de la FQSA, mais aussi de plein d'autres groupes qui ont participé à changer la culture finalement de l'expérience de pêche au saumon. On voit beaucoup de gens qui maintenant sont orientés, veulent vivre d'autres types d'expériences, davantage orientés sur la nature ou la prise d'un saumon, puis la conservation d'un saumon et pas nécessairement ce qui est valorisé dans leur expérience. Donc, pour eux, la remise à l'eau, c'est quelque chose qu'ils font puis qui est plus intégré dans leur culture, malgré le fait qu'il y a des gens qui continuent à prélever des saumons. Puis c'est tout à fait adéquat aussi dans la mesure où c'est fait selon la réglementation. Voilà. Non, c'est exactement ça. Puis d'ailleurs, je salue là, tous ceux qui ont été les précurseurs de la remise à l'eau il y a quelques décennies. C'est probablement grâce à ces personnes-là qu'on est là aujourd'hui, en partie. Puis on le voit aussi dans d'autres types de pêche que ça gagne en popularité. C'est pas propre au saumon, là.
la pêche avec remise à l'eau, il y a plusieurs espèces qui s'y prêtent bien. Puis particulièrement avec les adeptes de pêche à la mouche, où ça permet d'avoir une pêche avec remise à l'eau où les poissons qui sont remis à l'eau ont de très hauts taux de survie. Merci, c'est une bonne réponse. L'autre question, je pense, Myriam, tu as déjà répondu. Les gens se demandent si la présentation va être disponible. Je sais qu'à la fin de votre présentation, il y avait l'information pour vous contacter, puis vous êtes ouvert que les gens vous contactent. Est-ce qu'il y a des questions ou même une copie? Excellent. Ça, on va confirmer là-dessus. S'il y a d'autres questions, on peut allouer une autre minute ou deux. On va voir ce qu'il y en a d'autres. Sinon, même par après, si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à poser la question par courriel ou par téléphone. Vous avez les contacts et on fera le possible à répondre à ces questions. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas pu s'y joindre aujourd'hui, ça va être disponible sur notre site web, sur le YouTube page. Si tu vas sur notre site FCSA, FCAS, pour le saumon de l'Atlantique.ca. Vous allez aller en bas, puis vous pouvez voir, choisir le YouTube, puis vous allez voir le YouTube d'aujourd'hui, puis toutes les présentations du passé. Ce qui va être différent avec celui d'aujourd'hui, on va s'assurer, quand on le met en ligne, qu'on aura le texte en bas, en anglais, sur le monde pour avoir l'information dans les deux langues. Alors, ça sera disponible pour tout le monde. Avant qu'on parle aujourd'hui, j'aimerais juste dire un autre merci à Myriam et à Maxime. J'apprécie vraiment le temps que vous avez pris aujourd'hui pour partager toute cette information. Et aussi, faire un petit rappel qu'il va y avoir d'autres présentations à venir. Le prochain va être au mois de novembre, on a deux, mais le prochain va être sur un vue d'ensemble sur le NASCO. Puis le NASCO, c'est une organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique du Nord. Ça va être Isabelle Morissette de MPO, du ministère des Pêches et Océans, qui va faire cette présentation. Alors, je vous encourage de nous joindre encore une fois et je vous salue et je vous souhaite toute une bonne après-midi. Puis merci. Merci beaucoup. Merci, Charlène. Merci tout le monde. Merci. Bye.